Monsieur, vous êtes bien Poncelet Guy-Marie Guillain, né à Raucourt en 1931 et habitant à Tournai. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous croyez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Merci, Monsieur Poncelet. Monsieur Poncelet, vous êtes le procureur du roi à Tournai et à ce titre, vous avez été directement concerné par l'enlèvement de Sabine Dardenne. Pouvez-vous nous expliquer comment l'enquête s'est déroulée dans votre ressort? Et quand est-ce qu'elle a été mise à l'instruction et pourquoi à cette époque-là? Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Sabine Dardenne a été enlevée, comme vous le savez, le 28 octobre 1996, vraisemblablement vers 7h20 du matin. La gendarmerie n'a été alertée au sujet de cette disparition par le père de Sabine qu'à 19h23. Tout aussitôt, 20h11 très précisément, la gendarmerie a diffusé le signalement national. À 20h30 a été diffusé le signalement Schengen. Dès le 28 mai, jour de la déclaration faite par M. Dardenne, avis a été donné par la gendarmerie à la cellule disparition du BCR, au capitaine Joseph, officier de garde, à l'adjudant Leroy, commandant la brigade de gendarmerie de Tournai, et à la police communale, ceci à 23 heures. Aussitôt, M. Paulet, assistant social attaché au district de gendarmerie de Tournai, a été chargé de prendre contact avec la famille pour aider celle-ci. Mon office a été avisé de cette disparition le mercredi 29 à 2 heures du matin. Je me permets de signaler, c'est un tout petit dysfonctionnement, mais il a quand même son importance, que la police communale, la police judiciaire, n'a pas été avisée par la gendarmerie. Le procès-verbal initial de la gendarmerie est arrivé au parquet le vendredi 31 mai. Dès ce moment, un avis de recherche avait été diffusé dans la presse tant francophone que néerlandophone sur demande du parquet. Vous me posez la question, Monsieur le Président, de savoir quand cette affaire a été mise à l'instruction. Elle a été mise à l'instruction très exactement le 25 juin. Sans doute vous posez-vous la question, puisque je l'ai entendu souvent, de savoir pourquoi il n'y a mis à l'instruction que le 25 juin, soit pratiquement 1 mois après la disparition de Sabine Dardenne. Vous savez parfaitement que le Code d'instruction criminelle donne au procureur du roi les mêmes droits qu'au juge d'instruction, à quelques exceptions près, qui sont les devoirs spécifiques réservés au seul juge d'instruction. Par exemple, décerner des mandats d'arrêt, décerner des mandats de perquisition, autoriser, plutôt prendre ordonnance
pour obtenir des écoutes téléphoniques et aussi, mais là, légalement, la chose est controversée, pour effectuer des repérages téléphoniques. D'aucuns soutiennent que le procureur du roi a le droit de requérir lui-même des repérages téléphoniques. Une autre thèse est que seul le juge d'instruction a ce droit. Je parle bien de repérage téléphonique. Les écoutes, il n'y a évidemment pas de problème. Seul le juge d'instruction peut le faire, encore que le procureur du roi ait le droit de le faire pendant un délai maximum de 24 heures. Je suis assez surpris personnellement, je ne le cache pas, de l'interprétation qui est donnée par Belgacom et qui refuse d'effectuer des repérages téléphoniques sur la seule demande du procureur du roi. Pourquoi en suis-je étonné? Parce que légalement, la chose n'est sans doute pas claire, mais ça nous contraint de mettre beaucoup d'affaires à l'instruction uniquement, par exemple, en cas de harcèlement téléphonique pour savoir qui appelle. Je crois que sur le plan législatif, il y aurait peut-être là une clarification à apporter, mais ceci est une incise. J'ai donc mis l'affaire à l'instruction le 25 juin, parce qu'à ce moment-là, il y avait eu, sur signalement donné par l'ASBL Marc et Corinne, et si je me souviens bien, c'était le siège social à Liège, qui avait fait état d'un appel téléphonique très angoissant qui était prêté à des propos d'une petite fille se faisant passer pour Sabine. Dès que j'ai eu connaissance de cet appel téléphonique adressé à la SBL Marc et Corinne, j'ai évidemment immédiatement mis l'affaire à l'instruction puisque je ne pouvais pas faire autrement. Autre raison pour laquelle l'affaire n'a pas été mise à l'instruction plus tôt, c'est que j'estimais, en ayant le droit, que le parquet était en mesure de suivre l'information, c'est-à-dire au niveau du parquet avant l'instruction. Il y avait à cela un motif supplémentaire, c'est que j'étais en charge également de la double tentative d'enlèvement qui avait eu lieu à Tournai la veille de l'enlèvement de Sabine, et tout au long de l'information, j'ai donc mené en parallèle l'information relative à l'enlèvement de Sabine et l'information relative à la double tentative d'enlèvement de Monira Gribi. Le nom peut être dit, d'aucuns ont dit G, mais en fait c'est dans la presse depuis très longtemps. Je ne crois donc pas qu'il y a lieu de cacher le nom. La petite Monira Gribi et Daniela Bellocco. Mon souci était que tout élément porté à ma connaissance dans un des deux dossiers pouvait évidemment avoir son importance pour le second dossier, puisqu'aussi bien il ne s'est passé qu'un laps de temps extrêmement court, moins de 24 heures, entre l'enlèvement de Sabine et la double tentative d'enlèvement. Les deux dossiers étaient donc menés en parallèle. Dans le dossier relatif à l'enlèvement de Monira Gribi et Daniela Bellocco, nous n'avons eu à aucun moment la nécessité de mettre le dossier à l'instruction. Il est donc toujours actuellement sur mon bureau. Le dossier relatif à l'affaire de Sabine Dardenne a été mis, lui, à l'instruction dans les conditions que je viens de vous dire. Troisième petit élément qui fait que je n'ai pas mis l'affaire à l'instruction, outre qu'il n'y en avait pas la nécessité technique, il faut savoir que les juges d'instruction au tribunal de première instance de Tournai sont de garde à tour de rôle, mais pendant une période de 8 jours, c'est-à-dire 8 jours et 8 nuits. Il arrive donc assez fréquemment qu'un juge d'instruction soit le même jour, c'est-à-dire dans un délai de 24 heures, saisi à la fois d'un meurtre, d'un hold-up, d'un enlèvement, d'une vaste affaire d'escroquerie, etc. Ils sont donc généralement tenus par des devoirs urgents et nous essayons dans toute la mesure du possible d'éviter de mettre à l'instruction ce pourquoi il n'y a pas de nécessité de se faire. Ma deuxième question a trait à l'enlèvement de Sabine Dardenne. Est-ce que vous avez été mis au courant d'une opération avec le nom code Othello?
Si oui, par qui et dans quelles conditions? Sinon, est-ce que vous estimez normal que les éléments de cette opération ne soient pas communiqués au juge d'instruction ou au procureur du roi, le cas échéant? J'ai entendu parler, comme tout le monde, bien évidemment, mais après qu'on ait retrouvé Julie et Mélissa, bien évidemment, et par la presse, entendu parler de cette opération Othello. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, et mon attention a été plus particulièrement attirée par un article publié dans la Libre Belgique, dont je me permets de vous lire un passage seulement. C'est d'autant plus étonnant, après avoir parlé de l'enquête de Liège, bien évidemment, je ne vais pas lire tout l'article. C'est d'autant plus étonnant que la gendarmerie déclare maintenant avoir transmis le dossier Othello au parquet de Tournai dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de Sabine Dardenne. Et la gendarmerie de s'étonner maintenant, officieusement, que le juge d'instruction chargé de cette affaire n'ait pas jugé utile d'effectuer des perquisitions aux différents domiciles de Dutroux. J'ai donc entendu parler dans la presse du dossier Othello. J'en ai une confirmation dans cet article de la Libre Belgique qui doit dater, sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas... j'ai la date exacte, mais enfin peu importe, parce que le jour même où je prends connaissance de cet article de la Libre Belgique, ça doit être le 19 ou le 20 novembre, je dis bien novembre, mais c'est la première fois que j'entends dire que le dossier Othello a été transmis au parquet de Tournai. J'adresse évidemment en très urgent une apostille au commandant de district de Tournai. Elle est libellée comme suit: à moins que l'information de la Libre Belgique ne soit erronée, m'indiquer les références de la communication à mon office du dossier Othello. À cette apostille du 20 novembre 1996, je reçois un procès-verbal daté du 28 novembre 1996 et dès le second paragraphe, l'adjudant Leroy m'indique, contrairement à ce qui est mentionné dans l'article de presse Libre Belgique en date du 20 novembre 1996, annexé au présent dossier, le dossier dénommé Othello n'a jamais été transmis à votre office. Le nom de Marc Dutroux était-il connu de vos services et dans l'affirmative, à quelle époque ou à quelle période vous avez appris pour la première fois ce nom et par qui? Le nom Dutroux était totalement inconnu de mes services jusqu'au 25 juin 1996. Le 25 juin 1996, et ça m'amène à me référer au dossier Griby. C'est dans ce cas, je dis Griby, c'est la double tentative d'enlèvement des deux petites. Dans ce dossier Griby, on me signale Dutroux comme étant un suspect. À partir de ce moment-là, connexion toujours entre les deux dossiers, Dutroux, pour moi, devient intéressant aussi pour le dossier relatif à l'enlèvement de Sabine Dardenne. Donc Dutroux est pour moi intéressant, entre guillemets, parce que je m'expliquerai plus avant là-dessus par après, si vous le souhaitez. Dutroux, le nom est cité, c'est la question que vous me posez, pour la première fois chez moi, le 25 juin 1996. Avec indication dans le procès-verbal que Dutroux est signalé suspect et que des photos sont demandées à Charleroi. J'ai évidemment veillé immédiatement à ce que ces photos arrivent le plus vite possible et soient présentées aux témoins du dossier Griby. Il est évident que dans le dossier relatif à l'enlèvement de Sabine Dardenne, il n'y avait aucun témoin, donc impossibilité de montrer les mêmes photos de Dutroux, et j'ajoute de Martin, parce que nous avons eu les mêmes photos au même moment. Ce doit être le 26 juin 1996.
ce qui correspondait d'ailleurs à la mise à l'instruction de la veille. Mais ça, c'est un hasard. Et vous avez reçu ces photos de qui? Par quelle voie? Personnellement, je ne les ai pas reçues. Elles n'ont pas été transmises pour accompagner le procès-verbal qui me parlait de Dutroux et Martin. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, nous étions également dans le dossier Monira Gribi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Daniela Bellocco, et là, plus particulièrement, les photos m'intéressaient. Et il y a eu, par après, une contestation qui est arrivée à l'intermédiaire d'une visite faite par les parents Gribi-Bellocco à l'antenne tournaisienne, cette fois, de l'ASBL Marquet-Corinne, disant deux choses. Un, que la plainte des parents Gribi n'avait pas été prise en compte par la gendarmerie le 27 mai 1996, et une seconde information venant toujours par le même canal, prétendant que les photos de Dutroux et Martin n'avaient jamais été présentées aux témoins, contrairement à ce que disait le procès-verbal, lequel affirmait, en reprenant à chaque fois le nom des témoins, que les photos de Dutroux et Martin avaient été présentées aux témoins et que ceux-ci étaient formels pour ne pas les reconnaître. Compte tenu de ces deux versions différentes, l'une de la gendarmerie disant que les photos avaient été présentées aux témoins, l'autre des parents Gribi disant à la SBL Marquet-Corinne que les photos n'avaient pas été présentées aux témoins, et compte tenu de ce que les parents Gribi se plaignaient de ce que leur plainte n'avait pas été prise en considération le 27 mai, j'ai repris personnellement l'enquête, j'ai été voir personnellement les verbalisants, je les ai entendus, j'ai entendu personnellement tous les témoins pour m'assurer de la bonne version. Et qu'est-ce qui est apparu de cette bonne version? Il est apparu, un, que la plainte des parents Gribi n'avait pas été prise en considération lorsque ceux-ci se sont présentés au planton de la gendarmerie le 27 mai. Deux, que les photos avaient bien été présentées aux témoins. Les témoins l'ont dit de manière formelle lorsque je les ai entendus personnellement. Les photos de Dutroux et Martin avaient bien été présentées aux témoins. Et là encore, les témoins ont tous été formels. Dans la double tentative d'enlèvement du 27 mai, il ne s'agissait ni de Dutroux ni de Martin. Nous revenons au 25 juin, la question des photos, mais par après, il y a quand même des éléments qui s'ajoutent au dossier, c'est-à-dire que la cellule apprend. Avez-vous été mis au courant des nouveaux éléments apportés de cette façon-là? Et quels étaient alors ces éléments? À dater du 25 juin, je n'ai plus assisté personnellement aux réunions de concertation qui étaient tenues par la police judiciaire, la police communale et la gendarmerie. Je n'ai plus assisté parce que je n'étais plus en charge du dossier dès lors que le dossier était mis à l'instruction. Toutefois, comme je m'intéressais à ce dossier Sabine Dardenne et pour cause, et comme je m'intéressais parallèlement et dans le même temps à la double tentative d'enlèvement, j'ai demandé au substitut, M. Joly, en charge du dossier Sabine Dardenne, titulaire de ce dossier, d'assister à la réunion du 26 juin, qui avait été provoquée par M. le juge d'instruction d'Olbeek dès la mise à l'instruction, de manière à ce que lui-même puisse avoir une bonne connaissance du dossier, puisse se faire tout expliquer, éventuellement poser des questions, etc. J'ai demandé évidemment à M. le premier substitut Joly, j'étais sans doute occupé, raison pour laquelle je n'y ai pas été moi-même, de me faire rapport verbal de ce qui s'était dit à la réunion de concertation du 26 juin. Monsieur le substitut Joly m'a fait rapport verbal
Il m'a indiqué que Dutroux était présenté lors de cette réunion comme un suspect potentiel. Il n'a guère eu, m'a-t-il dit, d'autres explications à propos de Dutroux, mais il a été convenu que, au sortir de cette réunion de concertation, la gendarmerie, je dis bien la gendarmerie, prendrait des renseignements complémentaires sur les activités pédophiliques éventuelles de Dutroux. Pour sa part, la gendarmerie devait aussi demander les photos de Dutroux et Martin pour le dossier Griby. Je vous ai dit tout à l'heure que ces photos m'étaient venues assez vite après la réunion du 26 juin. Pour sa part, la cellule nationale disparition était chargée de fournir le layout de la famille Dutroux pour connaître ses points de chute éventuels sur tournée. La cellule nationale disparition était également chargée de fournir la liste des véhicules connus et utilisés par Martin et Dutroux. À cette réunion du 26 juin assistaient les trois services de police, bien entendu, monsieur le juge d'instruction Tolbeek, monsieur le substitut Joly, je viens de le dire, et l'adjudant Van Drillard de la cellule nationale disparition. Est-ce que votre premier substitut, monsieur Joly, vous a parlé à ce moment-là qu'il y avait des observations POSA sur Dutroux, en cours ou terminé? Je ne me souviens plus que monsieur Joly m'ait parlé du POSA, mais il m'a dit que des vérifications concernant Dutroux étaient en cours ou avaient été faites. Alors, non, oui. Dans la foulée, si vous le permettez, c'était la première réunion du 26 juin. Le 1er juillet, nouvelle réunion. Les trois services de police présents, plus monsieur le juge d'instruction, et cette fois, ce n'est plus l'adjudant Van Drillard de la cellule nationale disparition qui est présent, mais je crois le maréchal des logis, ou premier maréchal des logis, je ne sais pas, de Bled. À ce moment-là, monsieur Joly me fait encore rapport verbal à ma demande et m'indique que réponse a été donnée sur les différents points posés à l'issue de la réunion du 26 juin et que les réponses sont les suivantes. En ce qui concerne les activités pédophiliques éventuelles de Dutroux, perquisition négative, aucun élément confirmant des activités suspectes de Dutroux, c'est de Bled qui parle, hein, selon M. Joly. Bon, pas de point de chute de Dutroux-Martin dans la région de Tournai et est remise à cette occasion la liste des véhicules utilisés par Dutroux et Martin. Tenant compte de ce que les informations qu'on nous donnait à ce moment-là étaient négatives, perquisition négative, aucun élément confirmant des activités suspectes de Dutroux et pas de point de chute de Dutroux-Martin dans la région de Tournai, restait à exploiter la liste des véhicules qui nous... oui, je dis bien, restait à exploiter la liste des véhicules utilisés par Dutroux et Martin et ces vérifications se sont avérées négatives également. Nous n'avions pas eu de véhicules suspects dans la région de Tournai correspondant aux plaques d'immatriculation des véhicules utilisés par Dutroux et Martin. Restait alors, et c'est la décision finale, puisque tout cela était négatif, la décision finale de la réunion du lundi 1er juillet, nous allons montrer les photos de Dutroux et Martin aux témoins de la famille Griby. Les noms de Nioul, Le Lièvre ou Diacostavrianos, est-ce que ce sont des noms connus à vos services et depuis quand? Jamais entendu parler avant que la presse n'en parle. Jamais. J'ai recherché dans les fichiers chez moi, je n'ai retrouvé trace de rien. Alors, les deux dernières questions que je voudrais vous poser. La première, comment et dans
quelles conditions vous avez été averti de la libération de Sabine Dardenne? J'étais personnellement... J'ai quitté Tournai le 9 août 1996 et je suis parti chez des amis en France pour quelques jours. Le 15 août, j'ai entendu à la télévision que Sabine Dardenne et Laetitia Delay étaient libérées. Je suis rentré à Tournai le 18. À un certain moment, vous êtes exprimé plutôt sur l'hypothèse de la rétention d'informations. Pardon, je n'ai pas bien compris le verbe que vous utilisiez. Vous avez, à un certain moment, vous êtes expliqué sur l'hypothèse de la rétention d'informations. Est-ce que, oui, vous pouvez nous éclairer à ce point? Quel est votre point de vue? Mais ça me paraît tout à fait clair, Monsieur le Président. Non seulement tout ce que je viens de vous dire est repris dans un procès-verbal, mais ce même procès-verbal, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, et disant que le dossier Othello ne m'avait jamais été communiqué, ce même procès-verbal me donne d'autres renseignements et me dit, voilà les documents en possession de la gendarmerie. Il y a d'abord un fax, je crois que c'est celui que vous connaissez bien, qui doit être daté du 25 juin. Ce fax, je ne l'avais jamais eu auparavant. J'ajoute, je précise bien que c'est dans un procès-verbal du 28 novembre qu'on me donne ces renseignements. On me parle d'un fax. On me parle également, c'est un procès-verbal de la gendarmerie que je déposerai, à moins qu'il ne soit déjà en possession de la commission. On me parle également d'un écrit mentionnant les divers véhicules utilisés par Dutroux et Martin. Je n'avais pas eu cet écrit non plus. On me parle d'un écrit mentionnant les activités pédophiles de Dutroux. Je n'avais pas eu ce document non plus. Et on me parle enfin d'un document relatif à l'opération Othello, soit le compte-rendu de cette même opération, confirmant notamment le résultat des perquisitions. Je répète, 28 novembre 1996. Bon. Évidemment, je prends immédiatement ma plume et je demande au commandant de district de me fournir immédiatement, en copie éventuellement, le fax du 25 juin, l'écrit relatif au véhicule, l'écrit mentionnant les activités pédophiles de Dutroux et le document relatif à l'opération Othello. Je demande ça le 3 décembre et je reçois ces documents par un nouveau procès-verbal du 9 décembre 1996. Je crois qu'il est important, Monsieur le Président, mais peut-être le savez-vous déjà, que je vous indique que lorsque l'adjudant Leroy de la gendarmerie de Tournai me signale par le procès-verbal du 28 novembre 1996 ces différents documents, il précise dans ce procès-verbal que lui-même n'en avait pas eu connaissance lorsque ces documents ont été remis, je parle bien des 4 documents, lorsque ces documents ont été remis à la gendarmerie de Tournai, le 1er juillet 1996. Depuis le 1er juillet 1996, je n'ai jamais entendu parler de tous ces documents. L'adjudant Leroy me précise qu'il n'en a pas eu connaissance au 1er juillet 1996 non plus et qu'il n'a eu connaissance de tous ces documents qui pour moi sont d'une extrême importance que postérieurement à la libération de Sabine. J'ajoute immédiatement que j'ai toute confiance dans l'adjudant Leroy. C'est un homme d'une parfaite intégrité qui connaît admirablement son métier et au risque d'aller au-delà de ce que vous attendez de moi, je m'étonne, mais je ne connais pas les principes à la gendarmerie, je m'étonne qu'il n'ait qu'une étoile dorée, qu'une étoile argentée et non pas une étoile dorée sur le revers de son veston. Vous a-t-il dit à qui on avait remis
les 4 documents en question? Peut-être dans le procès verbal, il vous le mentionne? Le nom n'est pas mentionné. Parce qu'en somme, il nous a expliqué qu'il était le superviseur du dossier et qu'il y avait également un chef d'enquête. Et nous savons que le chef d'enquête a reçu les documents, mais probablement le chef d'enquête n'a pas remis les documents au superviseur. C'est ce que me dit l'adjudant Leroy dans son procès verbal, mais il ne cite pas le nom du gendarme qui a reçu les documents le 1er juillet 1996 et qui ne les lui a pas communiqués. Il ne cite pas le nom dans le procès verbal. Vous avez également été interpellé, entre guillemets, parce que ce n'est pas le bon mot, par le juge d'instruction Tolbeek, qui à un certain moment s'est plaint du fait que lors de la libération de Sabine, il y a eu un problème, un blackout qui s'est installé. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter à ce sujet? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que, ayant pris quelques jours de repos en France, j'étais rentré le 18 août 1996 à Tournai. C'était un dimanche. Se trouvait sur mon bureau, puisque monsieur le juge d'instruction savait que je rentrais le 19 au palais, et monsieur le premier substitut Cloquet, qui avait reçu la lettre de monsieur le juge d'instruction, sachant que je rentrais le surlendemain, m'a communiqué cette lettre immédiatement. Dans cette lettre, monsieur le juge d'instruction Tolbeek se plaignait effectivement de n'avoir pas été avisé par la gendarmerie de ce que Sabine avait été retrouvée vivante le 15 août. Au reçu de cette lettre, c'est même le 18... Là, j'ai mis quelque temps avant de demander des renseignements parce que j'étais fort perplexe, je ne le cache pas, devant cette lettre de monsieur le juge d'instruction, et sans doute, et j'ai été pris par d'autres devoirs plus urgents, mais je confesse que ce n'est que le 18 septembre, soit un mois après avoir reçu la lettre de monsieur Tolbeek, que je demande des renseignements à la gendarmerie. Mon hésitation venait aussi de ce que je n'ai pas de pouvoir disciplinaire sur la gendarmerie et que par conséquent, s'il y avait eu manquement, entre guillemets, de la part de la gendarmerie à ne pas avertir le juge d'instruction, en tout état de cause, je n'avais aucun pouvoir pour prendre des sanctions. Mais comme cet aspect du problème me tracassait quand même, j'ai par une apostille du 18 septembre 1976 adressé en personnel au commandant de district, demandé des renseignements à propos de cette lettre de monsieur le juge d'instruction et de la plainte, disons, de monsieur le juge d'instruction. J'ai reçu réponse à cette apostille du 18 septembre par une lettre ou un rapport, appelons-le comme on veut, daté du 11 octobre, c'est-à-dire aussi près d'un mois plus tard. Je n'en fais donc pas grief puisque moi-même j'avais mis un mois avant de demander des renseignements. Un rapport de monsieur le major Marc Garin, commandant du district de Tournai. Dans ce rapport, monsieur le major Garin me signale qu'il n'y a eu à aucun moment volonté de cacher la découverte de Sabine au juge d'instruction, et il ajoute dans la foulée au parquet, parce que le parquet n'avait pas été avisé non plus, sinon d'une manière indirecte que je vous dirai tout à l'heure. Et le major Garin s'en explique en disant que pour lui, blackout signifie silence à l'égard de la presse et du public, mais pas silence à l'égard des magistrats. Et il m'en donne pour preuve dans cette lettre du 11 octobre que je déposerai, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, il m'en donne pour preuve que dans la main courante, c'est-à-dire le document sur lequel sont reprises toutes les interventions du planton ou de celui qui est aux télécommunications, il m'en donne pour preuve que dans cette main courante apparaît par 2 fois le mot parquet. Alors j'ai pris soin de vérifier et je me suis aperçu que dans la main courante, je signale au passage que le major Garin dit aussi que si
les termes ont été mal interprétés, c'est parce qu'un gendarme qui est cependant de formation militaire ne sait pas ce que ça veut dire blackout, ne connaissant pas l'anglais, dit-il. Moi, je veux bien. Bon, je reviens à mon explication de la mention parquet dans la main courante et qui sert de justificatif au major Garin pour dire qu'il n'y avait pas lieu de ne pas avertir le juge d'instruction et le parquet. Et je lis dans la main courante, 19h37, prévenir le commandant de brigade de Tournai dès que l'on peut affirmer la retrouvaille de Sabine et après avis au parquet, faire une conférence de presse, un officier sera présent. 19h37. 20h10, deuxième mention de parquet. Commandant Kowalski prend contact et décide de prévenir le juge d'instruction et le procureur du roi. Ça, c'est la main courante, c'est un document interne gendarmerie. 19h37, 20h10. Je ne comprends pas cette tentative d'explication, je ne puis pas l'appeler autrement, puisque aussi bien dès 19h, dès 19h, RTL TVI avait diffusé la nouvelle Sabine et Laetitia retrouvées vivantes. Alors j'ai une autre explication également à propos de ce blackout. Madame le substitut Slage, qui était de garde le 15 août, lorsque Sabine et Laetitia ont été retrouvées, Madame le substitut Slage, au cours d'une conversation téléphonique qu'elle a donnée vers 19h-5, a eu cette communication subitement coupée. Il est de règle pour un magistrat de parquet qui est de service 24 heures sur 24, lorsqu'il a des ennuis avec son téléphone, de prévenir immédiatement le 101, de manière à ce que, en cas de nécessité et à tout moment, on puisse le joindre. Donc, vers 7h-5 le soir, Madame Slech a téléphoné au 101 pour signaler que son poste téléphonique était en panne. Je dis bien 9h-5, peu avant 7h, peu avant 19h. Elle a téléphoné au 101 pour signaler que son téléphone était en panne. Et la réponse de son interlocuteur, qu'elle n'a pas identifié, elle ne sait pas de qui il s'agit, a été « Vous faites bien de m'avertir parce que quelque chose se prépare ». En bon magistrat de parquet, Madame le substitut Slage a demandé « De quoi s'agit-il? Je suis de service, de quoi s'agit-il » Et le gendarme lui a répondu « Je ne peux rien vous dire, blackout total ordonné par l'état-major de la gendarmerie ». Et quelques minutes après, ce qui permet à Madame Slage de bien situer l'heure de sa communication, quelques minutes à peine rentrée chez elle, un voisin est venu lui dire « On les a retrouvés ». Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc c'est bien 19h, RTL TVI, voilà. Tout entendu. Meneer Annemans. Voorzitter, dank u wel. Een kleine feitelijke aanvulling. Oui, un petit complément, si vous le voulez bien. Vous avez la traduction? Je vais en essayer un autre. Ah, il faut me prévenir. Où est-il ce canal 1 RTL TVI. Beaucoup de témoins ont, semble-t-il, des problèmes avec la traduction du Parlement. Merci, madame. Je ne suis pas habitué en mon parquet à une technique aussi sophistiquée. Nous avons tellement peu de moyens, excusez-moi. Ik hoop dat alles nu in orde is. Ja. J'espère que ça va maintenant, vous m'entendez? Bien. Tijdens uw uiteenzetting in Donc, verband au cours de votre met het verslag dat u exposé, kreeg over de vous vergadering nous parlez van, du 16 PV que juni. vous avez reçu sur la réunion Hebt u du 26 in juin, het midden gelaten of men u medegedeeld mais heeft vous dat avez op omis zoek de naar meneer dire Ducrot si on vous avait en informé cours
de l'enquête du trou et si on vous avait dit si elle était en cours ou était faite, en français dans le texte. Vous semblez penser que cela n'a pas beaucoup d'importance pour vous, mais pour nous c'est important. Est-ce que, selon vous, l'enquête que l'on menait sur Marc Dutroux à l'époque, POSA, etc., était bouclée ou cette enquête était-elle encore en cours? J'entends bien votre question, je crois y avoir répondu, dans la mesure où les informations qui nous étaient données le 26 juin étaient extrêmement fragmentaires et que des questions précises ont été posées qui sont celles que je vous ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire les renseignements supplémentaires demandés à la gendarmerie quant aux activités pédophiliques de Dutroux, quant aux voitures et quant aux renseignements demandés pour sa part à la cellule nationale disparition, laquelle, les deux d'ailleurs, gendarmerie et cellule nationale disparition, a répondu à nos questions à la séance, la réunion de concertation des forces de police plus juge d'instruction du 1er juillet 1996. Et les indications qui nous ont été données à ce moment-là étaient totalement négative selon le rapport que m'en a fait monsieur le substitut Joly et qui était la transmission de ce qui avait été dit à cette réunion du 1er juillet 1996 par le premier maréchal des logis de Bled. Dans quel contexte vous ai-je alors entendu mentionner la différence entre en cours et était fait? Je pense qu'il s'agissait des opérations POSA. Oui, moi aussi, je pense qu'il s'agissait du POSA. Oui. Je ne sais pas vous dire, n'ayant pas assisté à cette réunion du 1er juillet, si on a cité le POSA ou si on a dit que les vérifications... Non, mais aujourd'hui, vous avez employé une phrase, dans la même phrase, je ne sais plus si c'était en cours ou a été fait. C'est dans quel contexte que vous avez mentionné ça? Personnellement, je ne sais pas vous le dire, puisque je n'assistais ni à la réunion du 26 juin, ni à celle du 1er juillet. Mais des relations qui m'ont été faites verbalement par monsieur le substitut Joly, aussi bien au 26 juin, mais je n'accorde pas trop d'importance, puisqu'à ce moment-là, nous ne sommes pas satisfaits et nous demandons des renseignements complémentaires, mais à l'issue de la réunion du 1er juillet, monsieur le substitut Joly me rapporte très clairement que ce qui concerne Dutroux, c'est négatif, totalement négatif. Et je rappelle que les documents qui m'eussent apporté la preuve du contraire ne nous ont pas été remis. Il est bien évident que si le 1er juillet, et je rappelle que le 1er juillet, la gendarmerie est en possession des documents que j'ai énumérés tout à l'heure, il est bien évident que si le 1er juillet, monsieur le juge d'instruction, puisque c'est lui qui était en charge du dossier, ou moi, parce que nous avions d'excellents contacts et que nous nous tenions mutuellement informés de tout élément neuf, il est bien évident que si nous avions eu en main, lui ou moi, les documents qui ne nous ont pas été donnés le 1er juillet, nous aurions vu les choses d'une manière tout à fait différente. Il doit être clair que même des renseignements négatifs, mais les renseignements très précis qui sont dans les documents qui m'ont été remis en novembre seulement, les renseignements très précis concernant Dutroux devaient en faire un suspect numéro 1. Je vous signale que nous avons vérifié des tas de suspects, notamment par la situation géographique de mon établissement. Il y a un établissement de défense sociale dont vous connaissez les pratiques. Beaucoup d'internés qui se trouvent à l'établissement de défense sociale de Tournai sont sous des prétextes thérapeutiques, mais enfin ne prenez pas de manière péjorative le terme prétexte, sont soit libérés à l'essai, soit autorisés de sortie sur la seule autorisation du médecin directeur de l'établissement. J'ai recensé dans le dossier 21 vérifications d'internés en sortie, soit à l'essai, soit autorisés.
dans aucun de ces cas, alors que je dis 21 qui étaient tous suspects mœurs, donc internés pour fait de mœurs, dans aucun de ces cas, nous n'avions de renseignements aussi éloquents que dans les documents qui étaient en possession de la gendarmerie et que nous n'avons jamais eus. Monsieur le Président, vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais il m'a semblé entendre dire à Monsieur Poncelet tout à l'heure, dans une même phrase, les deux termes en cours et été faits. En utilisant, je ne sais plus lequel des deux d'ailleurs. Le Président, moi je l'ai associé au moment où il parlait des vérifications. Il y a Madame de Cerclage. Donc vous n'avez pas de réponse précise, Monsieur le Président. Oui, mais je veux qu'il n'y ait pas d'incertitude sur ce que j'ai dit. J'ai dit que n'ayant pas assisté à la réunion du 1er, je ne savais pas si on avait dit que les vérifications étaient en cours ou avaient été faites. Je n'en sais rien. Pour moi, l'important était, qu'en tout état de cause, les renseignements donnés lors de la réunion du 1er juillet, qui est pour moi primordiale puisque celle du 26 demandait des devoirs, mais qu'à l'issue de la réunion du 1er juillet, en ce qui concerne Dutroux, tout était négatif, sauf des plaques de véhicules pour lesquels nous avons procédé à des vérifications. Collègue de Cerclage. Vous avez dit que vous vous étiez occupé du dossier Griby, que vous aviez gardé ces deux dossiers, enfin, étant donné qu'il y avait des éléments, évidemment, qui pouvaient être semblables, et qu'il y avait des connexions possibles. Et vous avez dit à un moment donné, et si j'ai bien compris, c'était le 25 juin, vous avez demandé des photos à Charleroi, vous avez dit. Est-ce que ce n'est pas moi, madame, qui les ai demandés. C'est la gendarmerie qui les a demandés. À Charleroi? Oui, Charleroi. Parce oui, que absolument, moi, si c'est dans le dossier Griby, Charleroi. Et donc, ça veut dire que cette piste du trou, on en a parlé avant qu'il y ait eu la réunion du 26. Concomitamment. Ce doit être le 25 ou le 26, mais à mon avis, ça doit être, je ne sais pas, 25 ou 26, je ne sais pas. Moi, on en a parlé dans le cadre... Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. On en a parlé dans le cadre de la réunion du 26 où les choses ont été faites séparément. Je n'étais pas à la réunion du 26. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à la réunion du 26, donc je dois présumer que les photos ne sont venues qu'après, à la réunion du 26, il a été dit, et ça figure dans un procès-verbal de gendarmerie, que les photos seraient demandées. Donc, elles ont été demandées fort vraisemblablement, à mon estime, le 26 même, le jour même de la réunion, puisque ce sont des photos, je ne sais pas comment on appelle ça, Bellino, c'est pas ça? Je ne suis pas technicien. Enfin, ce ne sont pas des photos qui sont venues sous enveloppe. Elles sont venues, et je me souviens parfaitement qu'on a eu presque aussitôt, 26-27, un jeu de 3 photos habituelles, puisque je les ai vues ayant fait l'enquête moi-même de vérification, comme je vous ai dit tout à l'heure, un jeu de 3 photos face et profil de Dutroux et un même jeu de 3 photos face et profil de Martin. Et vous savez dire qui c'était des photos de Dutroux, c'était des photos qui dataient de quand? Est-ce que vous sauriez dire ça? Ça, vous ne savez pas? Aucune idée. Moi, la gendarmerie me dit voilà les photos de Dutroux-Martin, et ce sont ces photos-là qu'on a présentées aux témoins de l'affaire Griby. Moi, je ne sais pas si elles sont récentes, pas récentes. Non. Si on me dit que ce sont des photos de Dutroux, je ne sais pas vérifier si elles datent d'il y a 8 jours ou il y a 15 ans. Oui, c'est ça. Mais pour vous, ce sont des photos qui viennent de Charleroi et pas du BCR, parce que on a cru comprendre que la demande avait été faite au BCR, nous. Elles me sont renseignées comme venant de Charleroi, mais pour moi, peu importe. Ce qui importait, c'était d'avoir les photos. Qu'elles viennent de Charleroi ou du BCR, peu importe. Moi, je voulais les photos le plus vite possible. Collègue Moyot, sur ce point. Oui, je retourne. Votre souvenir, il est comment du trou sur la photo que vous avez reçue par Bellidos? Parce que vous avez raison. Est-ce qu'il est Monsieur barbu, moustachu, comment on le voit, comment on l'a vu descendre les escaliers, plus ou moins? Sur ces photos que j'appelle photos de détenus, manifestement, elles ont été prises là. Je ne sais plus vous dire à quoi ils ressemblaient, mais je dois vous dire que j'ai en ma possession au moins 15 photos du trou différentes, j'allais dire presque en courte culotte. Alors,
Ah, et comment vous les avez alors? Comment vous les avez? Mais bien sûr. Vous les avez... Mais j'ai maintenant, Madame le commissaire, j'ai maintenant beaucoup de photos. Pourquoi? Maintenant? Oui, maintenant. Oui, Pourquoi? Parce que très récemment, dans le cadre de l'enquête du Trounioul et consorts, le château a fait parvenir à chaque procureur du roi un jeu complet d'environ, si ma mémoire est bonne, 78 photos de personnes dont je n'avais jamais entendu parler et dont je ne livrerai évidemment pas les noms ici, hein, mais aussi de Dutroux, de Lelièvre, de Martin, etc. J'ai ce jeu de photos, comme tous les procureurs du roi, à ma disposition, et chaque service de police qui désire une vérification pour une piste, quelle qu'elle soit, agissement suspect ou autre, me demande les photos, je donne un jeu de photos et on les présente aux témoins. Mais il faut savoir qu'on me demande ces photos aussi pour reconnaître éventuellement le conducteur d'une voiture dont l'agissement était suspect en 1988. Donc vous voyez, ah ben oui, mais il faut tout faire. Et donc vous avez aujourd'hui un jeu de différentes photos de Dutroux, oui, bien sûr. Différents aspects. Oui, mais je vous dis depuis longtemps. Hein. Oui, quand vous voyez deux photos, c'est pas le même homme. Hein. Ah oui, c'est un des gros problèmes. Donc la question des photos qu'on vous envoie au moment où vous les demandez est capitale, évidemment. Oui. Vu la panoplie de physionomie qui peut... Oui, mais moi, ce qu'on me donne à ce moment-là, et c'est sur cette base-là d'ailleurs que j'interroge les témoins, ce sont les photos prison, disons, d'où d'ailleurs la confusion dans l'esprit des témoins. Parce que les témoins disent d'abord on ne nous a jamais, à marquer Corinne, hein, mais ça me revient aux oreilles, hein, on n'a jamais présenté les photos de Dutroux et Martin aux témoins de l'affaire Griby. Hein, et quand j'interroge les témoins, il apparaît que si, on leur a bien présenté les photos, mais dans leur esprit, on a présenté, et c'est ça qu'ils ont en tête, on a présenté les photos prison, alors qu'en réalité, au terme de l'enquête à laquelle j'ai procédé personnellement, ce ne sont pas uniquement ces photos-là qu'ils ont eues sous les yeux, ils ont eu des photos beaucoup plus récentes de Dutroux. Collègue de cette classe? Oui. Dan collega Van Deurzen. Et ma deuxième question concernait la mise sur pied de la cellule d'enquête ou d'enquêteur. Si j'ai bon souvenir, donc ce serait le substitut Cambier qui, le 3 juin, c'est-à-dire le lundi, vous avez reçu le PV initial le 31, vous nous avez dit. 31 donc, mai. Le 3 juin, on aurait constitué, à l'initiative alors du parquet, la cellule d'enquête Sabine. Ou bien est-ce qu'elle s'est constituée d'elle-même? Non, pas madame. La cellule s'est constituée d'initiative entre les deux services qui étaient au courant de l'enlèvement. J'ai dit tout à l'heure, et je le regrette d'ailleurs, que la police judiciaire n'avait pas été prévenue de l'enlèvement de Sabine. Dès le 29 mai, donc lendemain de l'enlèvement de Sabine, se tient la première réunion à 8 h du matin entre la police communale et la gendarmerie. Deuxième réunion le 29 mai à 16 h. Jeudi 30 mai, même réunion entre police communale et gendarmerie à 8h30 et à 16 h. Ça en fait déjà 4. Mais sans membres du parquet à ce moment-là, toujours. Vous dites, entre services de police. Hein. Entre services de police uniquement. Vendredi 31 mai, nouvelle réunion à 8 h et à 16 h, toujours entre police communale et gendarmerie. Et samedi 1er juin, 7e réunion de travail entre police communale et gendarmerie à 8 h. La réunion suivante a lieu le lundi 3, excusez-moi, je ne sais plus avec certitude si c'est le lundi 3 ou le mardi 4. Et à ce moment-là, je vais personnellement à cette réunion et j'impose la présence de la police judiciaire. C'est ça. Mais avant, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de membres du parquet qui assistent? Vous étiez au courant? Vous aviez été saisi de la disparition? Nous avons été avertis de la disparition, je l'ai dit tout à l'heure, le 29 mai à 2 h du matin. C'est monsieur le substitut Joly qui est prévenu. Et l'hypothèse donnée à monsieur Joly à ce moment-là est probabilité d'une fugue. Bon, je regrette beaucoup que
un policier dise ça, dans la mesure où, dans un cas de ce type, toutes les hypothèses doivent être envisagées. Mais bon, ce n'est pas une critique fondamentale, parce qu'en tout état de cause, il faut le reconnaître, services de gendarmerie et police communale se sont mis au travail immédiatement et avec les grands moyens. Il y a eu des battues, il y a eu des surveillances partout, il y a eu un déploiement de camionnettes de gendarmerie et de police communale comme on n'en avait plus vu à tourner depuis longtemps. Il y a eu hélicoptères, il y a eu radar, sonar, il y a eu tout. Donc ça marchait bien, mais je souhaitais qu'après ces 2 ou 3 premiers jours, j'étais informé évidemment verbalement de ce qui se faisait sur le terrain. Tout le monde voyait l'hélicoptère, tout le monde savait tout de suite pourquoi. N'oubliez pas que nous sommes dans une petite ville de province où tout se sait très vite. Donc je savais parfaitement ce qui se passait. Il y avait la relation de la presse, mais j'estimais qu'après les 3 premiers jours, il convenait que j'aille personnellement voir ce qui devait être fait et ce qu'il avait été. Je dois ajouter tout de suite que, hors même ma présence, je suis convaincu que l'enquête aurait été bien menée. À mon sens, la coordination police-gendarmerie et PJ, à partir du moment où je l'ai imposée, a été tout à fait impeccable. Il ne se passait pas une seule réunion sans qu'il soit fait rapport de tous les devoirs qui avaient été effectués et sans que tous les devoirs à faire et suggérés dans une discussion que j'allais appeler conviviale, sans que chacun de ces devoirs soit attribué de manière très précise à un service, gendarmerie, police communale ou police judiciaire, de manière à ce qu'on ne puisse pas dire après « Ah, mais je croyais que c'était l'autre qui allait le faire », etc. Donc la coordination entre les 3 services de police à tourner a pour moi été tout à fait impeccable. J'étais là parce que je tenais à être personnellement informé de tout, je répète, dans les 2 dossiers, et pour m'assurer que tout marchait bien. Mais finalement, je crois qu'ils auraient aussi bien travaillé sans moi. Collega Van Deursen. Monsieur Van Deursen. Oui, oui. Mijn vraag sluit eigenlijk toch wel aan bij de vorige vraag. Ma question rejoint un peu la question précédente. J'ai à présent bien compris, me semble-t-il, lorsque M. Tollebeek, ou plutôt lorsque l'affaire a été mise à l'instruction et qu'elle a été confiée à M. Tollebeek, il a constaté que la cellule était bien huilée, fonctionnait très bien. Elle était composée initialement de 2 corps et on a ajouté, grâce à l'intervention du parquet, la police judiciaire. Sur les réunions qui se sont déroulées sous votre présidence, existe-t-il des PV, des comptes rendus indiquant qui étaient les présents, quels étaient les devoirs demandés et quel était le suivi apporté à ces tâches? Y a-t-il une trace de tout cela qui nous permettrait de reconstituer? Oui, oui, absolument. Il y a des documents écrits. Je n'ai personnellement connaissance que des documents... Non, pardon, j'allais commettre une erreur. Il y a des documents écrits et de la police judiciaire et de la gendarmerie. Et ces documents reprenaient la synthèse de ce qui avait été fait sur demande de la dernière réunion et sur ce qui était à faire, avec indication, pour qu'il n'y ait pas de contestation par après, du service qui était chargé d'effectuer ce devoir. Il y a des documents. Je ne les ai pas ici. Mais je suis disposé à les donner à la commission, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les demander soit à la police judiciaire, soit à la gendarmerie, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez nous les procurer, monsieur le procureur. Avec grand plaisir. S'agit-il d'une méthode habituelle ou bien est-ce parce qu'il s'agissait d'un dossier exceptionnel que vous avez adopté en tout cas dans cette des méthode? affaires d'une certaine importance, bien évidemment. S'il s'agit d'un vol de voiture, disons à répétition, ou 2-3 voitures de suite qui sont inquiétantes parce que dans le même quartier, je ne suis pas certain qu'on établit un rapport sur ce qui a été fait par chacun et sur ce qu'il doit faire par d'autres. Mais il est évident que dans une affaire comme celle-ci, qui est en soi extrêmement grave et qui de plus marque considérablement la population de ce que je rappelle être une petite ville de province, c'est important, c'est gravissime et par conséquent on prend toutes les précautions et on indique tout.
Une question quant à votre appréciation personnelle, elle est peut-être un petit peu délicate, mais puis-je comprendre que certains parquets ne suivent pas, n'agissent pas en fonction d'une telle méthode parce que les affaires sont trop nombreuses et estiment que cette procédure écrite ne peut pas être adoptée? Est-ce selon vous une explication acceptable pour l'absence de tel compte-rendu écrit? Mais monsieur le commissaire, je n'entends porter aucun jugement sur la manière dont organisent leur parquet mes collègues. Il est bien évident que une ville n'est pas l'autre et qu'on ne peut pas travailler à Bruxelles comme on travaille à Tournai. Tournai est ce qu'on appelle un arrondissement d'importance moyenne, où tout le monde connaît tout le monde, où je connais personnellement les enquêteurs, je ne dis pas jusqu'au dernier maréchal des logis, mais en tout cas, disons, les chefs d'enquêtes habituels, les juges d'instruction, tout le monde se connaît. Entre juges d'instruction et magistrats de parquet à Tournai, par exemple, mais je m'excuse de la familiarité, mais c'est une famille. On se voit journellement, on se parle journellement, l'ambiance est excellente. J'ai la chance, que n'ont peut-être pas d'autres parquets, d'avoir 3 juges d'instruction excellents. Ça n'a pas toujours été le cas, soyons francs, mais pour le moment c'est super. Par conséquent, tout marche bien. De là à dire qu'on doit suivre mon exemple dans un autre parquet, bien sûr que non. Un cas n'est pas l'autre. Et chaque chef de parquet apprécie la manière de travailler qui convient le mieux et à la taille de son arrondissement et à son nombre de magistrats. On ne peut pas établir, à mon sens, mais c'est un avis personnel, on ne peut pas établir de règles générales de travail qui seraient valables pour tous les parquets de Belgique. Une autre question en ce qui concerne les activités de la cellule nationale de disparition a-t-elle participé aux travaux de la cellule? La cellule nationale de disparition semble avoir participé aux travaux puisqu'elle avait délégué dès le 26 juin l'adjudant Van Rillard et oui, et le 1er juillet le maréchal des logis de Bled. Donc la cellule nationale de disparition a été associée. Maintenant, qu'a-t-elle fait exactement? Quel renseignement a-t-elle donné? Je n'en sais rien. Pardon? La période avant l'instruction, la période de mise en instruction, à l'instruction. Donc la période qui précède la mise à l'instruction du dossier, avant que l'affaire ne soit transmise au juge d'instruction Telebec, la cellule participait-elle à vos travaux? Oui, absolument. Je vous ai dit tout à l'heure que dès le 28 mai, c'est-à-dire le jour même de la disparition de Sabine Dardenne et après la plainte, disons entre guillemets, ou l'information que le papa de Sabine avait donnée à la gendarmerie à 19h23 très exactement, tout de suite après, le BCR, cellule disparition, a été avisé. C'est clair. Pour assister dans la mesure où la gendarmerie avait besoin de son aide, bien évidemment. Mais ont-ils été présents en permanence à l'occasion des réunions de coordination? Pas avant le 26 juin. À ma connaissance, ça ne veut pas dire que à l'intérieur de la gendarmerie, mais ça je n'en sais rien, la cellule disparition n'a pas apporté aux enquêteurs de terrain une aide quelconque, je ne l'exclus pas. Collègue Herzé. Merci, monsieur. Un collègue Landuit daarna. Monsieur le procureur, je voudrais revenir, moi, à cette notion de blackout. Donc, le 16 août, le major de Crâne donne bien ordre à monsieur, je crois, Dereux, maréchal des logis, d'un blackout total. C'est ce qu'on a dans le rapport. Ah oui, mais moi, je ne sais pas qui a donné l'ordre. Vous me dites, c'est donc bien. Non, je ne sais pas qui a donné cet ordre à la gendarmerie. Il a reçu l'ordre à la gendarmerie. Oui, et le major Garin, quand il vous répond, interprète ce blackout de façon tout à fait restrictive. À ce moment-là, on n'a pas bien compris, ça ne voulait pas dire ce que ça voulait dire réellement. Oui. Or, vous nous confirmez maintenant qu'à 19h, votre substitut de garde a reçu, via le 101,
la même information disant blackout cette fois-ci, et on répondait à un substitut. C'était un substitut au téléphone. Donc le blackout était bien ce que ça voulait dire, c'est-à-dire même vis-à-vis d'un substitut puisqu'elle l'a eu au téléphone. Alors je voudrais vous demander simplement, monsieur le procureur, quel était l'intérêt ou l'objectif d'un blackout vis-à-vis du parquet, puisque c'est bien ça qu'il s'agit maintenant. Est-ce que vous avez une interprétation personnelle ou de procureur à donner sur ce sujet? Comme dirait quelqu'un, Madame le commissaire, vous voulez m'assassiner au regard de la gendarmerie. Mais ne vous suicidez pas, monsieur. Voulez-vous que je pose la question à Victor? Non, j'ai fort bien compris la question et je suis tout disposé à vous donner mon interprétation, mais elle est tout à fait personnelle. C'est ce que je demande, votre Elle est avis. tout à fait personnelle. Oui, je vous dirais que j'ai le sentiment très net que la gendarmerie voulait être la première et la seule à pouvoir annoncer les retrouvailles de Sabine et Laetitia. Merci, monsieur le procureur. C'est personnel, j'insiste. Oui, c'est comme ça que je l'entends aussi, merci. Collega Landuit. Monsieur Landuit. Ik had nog even voor de duidelijkheid willen weten, meneer de Pour procureur. préciser les choses, je voulais savoir, monsieur le procureur, comment s'est déroulée l'enquête depuis l'enlèvement de Sabine. Donc le 28 mai, on vous signale la disparition. Le 25 juin, nous avons donc une instruction judiciaire, donc un mois sans instruction. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la traduction de la dernière phrase. Donc, un mois s'est presque écoulé entre la date de la disparition et le début de l'enquête judiciaire, ou plutôt de l'instruction. Oui, mais d'accord. Donc l'instruction judiciaire menée par le juge d'instruction. Donc un mois s'est écoulé. Alors, il me manque quelques pièces du puzzle. Pendant l'information précédant l'instruction judiciaire, vous découvrez, après une semaine, à l'occasion d'une réunion à laquelle vous participez, un certain nombre d'éléments. Mais pendant la première semaine qui a suivi l'information, vous dites, voilà, le 3 juin, je constate que la police judiciaire ne participe pas aux activités. Et donc, entre le 28 juin et le 28 mai et le 3 juin, vous n'avez pas constaté que la police judiciaire était absente. Qui dirigeait l'information à ce moment-là? Ça n'a pas duré une semaine, c'est quelques jours, 3 ou 4 jours. Oui, bien entendu. Mais pendant les 5 jours, qui a dirigé l'enquête? Et pas le procureur? Non. Oui, mais il ne faut pas oublier. Donc, il ne faut pas oublier, monsieur le commissaire, une disparition dans une province pendant éloignée. Les premiers jours, lorsqu'on n'a aucun indice, comme dans l'affaire Sabine, il n'y a aucun indice, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'indice matériel, on ne retrouve même pas le vélo, rien. Donc, que faut-il faire? Une masse de devoirs d'urgence. La coordination vient après, et c'est pour ça que je participe après quelques jours seulement à l'enquête, la coordination vient après seulement pour s'apercevoir s'il y a des manquements dans la manière de conduire l'enquête, éventuellement pour répartir les tâches entre les différents services, mais pendant les premiers jours, la gendarmerie conduit seule l'enquête, avec la police communale, nous sommes d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que aussitôt, des battues ont été organisées, il y a eu des enquêtes de voisinage, il y a eu un hélicoptère, on a fait appel au sonar, tout ça a été fait. Personnellement, je connais parfaitement l'adjudant Leroy, j'en ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, sachant que l'enquête était en main de l'adjudant Leroy, j'avais toute confiance. Cette confiance ne peut pas être aveugle et illimitée, c'est pourquoi le 3 juin, j'assiste à la réunion de coordination. Mais je peux vous donner, si vous le voulez, la nomenclature de tous les devoirs qui ont été faits par les 3 services de police. J'admire votre confiance, mais pendant les 5 premiers jours des recherches,
La gendarmerie et la police communale ont eu les mains libres. Vous faites confiance à ces personnes, le procureur n'intervient pas. Et 5 jours plus tard, le procureur prend l'initiative de diriger les opérations comme le prescrit d'ailleurs la loi. Est-ce là un résumé correct de la situation? C'est effectivement le résumé exact de la situation. Je crois devoir insister sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis procureur du roi depuis 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je connais parfaitement les principaux enquêteurs de mon arrondissement, qu'ils soient gendarmes, police communale ou police judiciaire. Je connais parfaitement l'adjudant Leroy. Je savais, je le dis sans arrière-pensée, qu'en main de l'adjudant Leroy, les choses ne pouvaient être que bien conduites. Tous les magistrats de mon parquet partagent mes éloges à l'égard de l'adjudant Leroy. C'est un excellent policier. Je répète que si ça ne tenait qu'à moi, il aurait des étoiles dorées et pas une étoile en argent. Mes chers collègues, collègue Lander. Monsieur Lander, si vous le permettez, Monsieur le Président. Donc après avoir lu la Libre Belgique, qui indiquait que le dossier Othello aurait été transmis au parquet de votre arrondissement, après la lecture de cet article, vous avez rédigé une apostille à la gendarmerie lui demandant de confirmer cette information. Et si j'ai bien compris, on vous a effectivement confirmé au mois de novembre que donc le dossier Othello était présent à la caserne de la gendarmerie. Ai-je bien compris? Vous avez bien compris, mais je précise que la Libre Belgique disait que, rapportant les propos de la gendarmerie, que le dossier Othello était au parquet. D'où ma surprise et mon interrogation. Et le procès-verbal que m'envoie la gendarmerie à la suite de mon interrogation du 20 novembre dit très clairement, la question était un peu vicieuse de ma part, évidemment, hein, à moins que l'information de la Libre Belgique soit erronée, me rappeler les références du transmis. Bon, je crois que là, je devais avoir une réponse nette, et je l'ai eu. Le dossier, mais postérieurement au 20 novembre, le dossier n'a jamais été transmis au parquet. J'ai dit tout à l'heure, je le confirme, qu'à la même occasion, la gendarmerie me précise que le dossier était à la gendarmerie de Tournai. Ce n'est pas au parquet. Mais moi, on ne me l'a jamais donné. Mais la gendarmerie de Tournai, qui a opéré de manière autonome durant les 5 premiers jours de l'enquête, donc on vous confirme à la gendarmerie de Tournai que ces données sont bien là. Quelque chose qui m'a surpris dans vos déclarations, même si vous avez, disons, 14 années d'expérience en tant que procureur du roi, vous dites que vous n'avez aucune compétence disciplinaire sur la gendarmerie. Donc si, à la gendarmerie, quelqu'un commet une négligence, omet par exemple d'établir un procès verbal, comment résout-on ce type de problème? Donc, il y a un gendarme ou un officier de la police judiciaire qui oublie de rédiger un procès verbal. Situation parfaitement imaginable. Alors comment le procureur du roi peut-il réagir en termes disciplinaires? La réponse est toujours la même, monsieur le commissaire. Dès lors que, je le confirme, je n'ai aucun pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de la gendarmerie. Lorsqu'il y a un manquement dans le chef d'un gendarme, quel qu'il soit, et que ce manquement vient à ma connaissance de quelque manière que ce soit, je porte ces manquements, ou j'attire l'attention du supérieur hiérarchique, en l'espèce le commandant de district, sur ces manquements, avec la formule habituelle, à fins disciplinaires éventuelles, puisque je n'ai pas le pouvoir d'imposer des sanctions disciplinaires. Et c'est la gendarmerie qui apprécie si elle sanctionne ou pas. Bon. Une autre possibilité est aussi, lorsqu'un manquement apparaît, ce qui est apparu d'ailleurs
dans le cas du dossier Griby, lorsque le planton refuse de prendre la plainte du père Griby et que je fais mon enquête et qu'il apparaît bien au terme de cette enquête qu'il y a eu refus d'acter la plainte par le planton, il y a une action disciplinaire en cours. Et comment cela se pratique-t-il à ce moment-là? La gendarmerie me demande l'autorisation d'avoir copie des procès-verbaux à fin disciplinaire. Certes, a-t-elle les copies de procès-verbaux, mais la procédure veut qu'on me la demande de manière officielle à fin disciplinaire. Et dans ces cas-là, bien évidemment, si ça ne nuit pas à l'information ou à l'instruction encore en cours, je transmets les procès-verbaux qui révèlent le manquement d'un des membres des services de police. Mais après, ça m'échappe. Si je puis me permettre, Monsieur le procureur, je ne comprends pas que lorsque, par exemple, vous constatez qu'un PV n'a pas été établi, un tel fait ne doit-il pas être signalé au procureur général, puisque le Code d'instruction criminelle stipule que le procureur général contrôle l'ensemble des officiers de la police judiciaire, donc y compris le gendarme qui omet de rédiger son procès-verbal. Et dans l'article qui suit, l'article 280 du Code d'instruction criminelle, il est dit qu'en cas de négligence, le procureur général peut, disons, procéder à un rappel à l'ordre, donc compétence disciplinaire, et je suppose qu'un tel fait pourrait être signalé au procureur général. Il arrive fréquemment que la dénonciation du fait soit portée directement à la connaissance du service concerné. Pourquoi? Par délégation. Moi, je ne vais pas encombrer les services du parquet général qui ne savent déjà plus où donner de la tête au point que ce sont mes substituts qui vont donner des coups de main là-bas avec des peccadilles, n'est-ce pas? Lorsque un gendarme commet une erreur minime, je ne vais pas m'amuser à faire des rapports à monsieur le procureur général, puisque aussi bien la sanction est une sanction disciplinaire et d'ordre interne. Mais donc, pratiquement en 14 années d'expérience, lorsque l'on observe des problèmes dans le chef de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête, le procureur le signale immédiatement au supérieur hiérarchique qui peut intervenir. Il semble que ce système ait fonctionné. Donc à partir du moment où vous constatez un manquement dans une enquête au niveau de la gendarmerie, vous n'avez jamais hésité à le signaler en demandant éventuellement une sanction disciplinaire. Absolument, on est toujours intervenu et à la gendarmerie plus particulièrement, croyez-moi, on intervient avant même que je ne dénonce les faits. Ça va très vite, les sanctions et les placards à la gendarmerie. Collègue Morio. Chers collègues, y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question, Monsieur le procureur du Roi? Si ce n'est pas le cas, j'ai bien compris de votre témoignage que vous allez remettre certains documents maintenant à la commission et que vous en verrez également encore d'autres dont nous avons parlé au courant du témoignage. Je vous signale, Monsieur le procureur du Roi, qu'un procès-verbal sera dressé et que vous serez invité à venir signer votre déposition dans 15 jours.